français et puis le basket américain. Passez une excellente semaine. À bientôt. Au revoir. Chaque année, British Airways permet à 24 millions de personnes de se retrouver. Le film Événement de Bertrand Blier, Trop belle pour toi. Belle, c'est peut-être pas le mot, mais sympa. T'es en train de tomber amoureuse, ma petite vieille. Une rencontre éblouissante, une histoire d'amour qui a marqué le cinéma. T'es venu pour voir la gueule de l'intérimaire? Mais non. T'es complètement malade ou quoi? Tromper une femme comme ça avec une fille comme moi? Mais elle a tout, moi j'ai rien. Pour traverser les plus beaux moments d'émotion. Mais comment vous avez fait pour attirer son regard? Une femme qui donne beaucoup d'amour, elle finit toujours par se faire aimer. Florence! Je te demande pardon. Arrête à sa place, je voudrais être moche comme elle. Avec Gérard Depardieu, Josiane Balasco et Carole Bouquet, César de la meilleure actrice. On a besoin d'être ensemble, tu comprends? Après le film, retrouvez notre grand jeu TF1 Ciné-Mardi avec Télé Loisirs, le magazine de télévision. Mardi 20h50, Trop belle pour toi, un film inoubliable sur TF1. Et voici le bébé show Pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos crack. Ce sont tous des rigolos. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Bébé Show. Nous allons vous montrer ce soir quelque chose d'exceptionnel. Mesdames et messieurs, suivez le guide, approchez. Eh bien, nous sommes fiers de vous présenter deux pièces uniques, hein, c'est pas des copies, hein, qui sont la gloire et la fierté de notre musée. Regardez bien, les deux derniers communistes. Ce sont les vrais? Ah, ce sont les vrais, hein, c'est absolument pas des copies, c'est vraiment étonnant. La charité, messieurs, dames, la charité, donnée à deux pauvres malheureux qui n'ont plus de parti. Aïe, 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 Et aïe, si en reste deux, nous serons celui-là. Quelle Aïe, misère. aïe, aïe. Mon pauvre Dédé, qui aurait cru que c'était qu'on en arriverait là, hein? Mais attention, attention, on n'est pas mort, je vous le dis. Parce que nous, les communistes... attends, ouais, t'as raison. Moi, les communistes... C'est mieux. Nous ne sommes pas morts, car rappelez-vous les paroles de l'Internationale. Groupons-nous. Et ça, pour vous grouper tous les deux, ça va pas être long. Hein. Écoute, Marchi, moi j'ai une idée. Voilà. Si on faisait un putsch, tu vois, on enferme Dieu dans les toilettes de l'Élysée et on dit qu'il est malade. Voilà. Et après, on décrète le plan Marshall et le pot-au-feu. Quoi? Mais comment ça, le plan Marshall qu'est-ce que ça veut dire? Non, je voulais dire la loi martiale et le couvre-feu. Ah bon? Voilà. Et après, on renverse Dieu. Oh, mais comment? Avec une voiture, par exemple, dès qu'il traverse en dehors des clous. Mais ça va pas. Oh, mais tais-toi, Dédé, tais-toi, qu'il est sot. Oh, alors dites donc, vous avez remarqué le ton du nouveau bébé de chauve? Ah oui, oui. Avant les vacances, j'aurais sûrement dit ta gueule, Dédé, qu'il est con. Oui, c'est mais sûr. alors là, maintenant, c'est la classe, je m'excuse. Un licencié qui surgit dans la nuit. Ouais, bah t'as du pot, toi, t'es que licencié.
tandis que nous, on n'existe même plus. Alors, je vous l'avais bien dit, le vieux est cuit, il est foutu. Enfin. Au golf, il fait un trou sur 18, et encore Rousselet lui tient la main. Je vous dis pas pour le reste, un calvaire. Il est mou. Vous avez vu ça au moment du putsch? Les Français l'ont trouvé vaseux et d'un mou. Mais il est mou et dit est molle. À bas les mous, à mort les molles. Roro, roro. Alors, vous avez vu hier à Ramatuelle, j'ai fait un discours assez long. J'ai pas dit une seule grossièreté, pratiquement pas une ânerie, et je n'ai insulté personne. Et c'est vous qui aviez écrit le discours? Ah non, pourquoi? Parce que dites donc, avec votre bébé de show, vous avez essayé de me faire passer pour une idiote. Vous vous souvenez? On s'est contenté de répéter ce que vous disiez, c'est tout. On l'avait pas... Eh bien, justement, pour avoir l'air intelligente, je ne dirai plus rien. Et les discours, vous serez obligé de parler quand même. Eh bien, je répéterai tout le temps celui de Ramatuelle, qui, exceptionnellement, était très bien et qui, pour une fois, ne m'a pas valu d'engueulade. Toujours le même? Le même. Vous voulez que je vous le relise? Non, merci. Non, mais moi, je suis sûr que dans la semaine, vous allez craquer. Vous allez dire une énormité, vous allez insulter la presse anglo-saxonne. Mais foutez-moi la paix, j'en ai rien à cirer de cette bande de pédés. Ah, vous avez craqué à ma botte. Et d'abord, arrêtez de m'appeler à ma botte. Je ne suis à la botte de personne. À ma botte, ma camomille, mes charentaises. Il te faut 1 heure pour me les apporter, bordel de moi-même. J'arrive, mon redoudou, ne te fâche pas, je cours, je vole, je me rue. Oh, combien de Lénine, combien de Karl Marx, qui sont partis joyeux pour éduquer les masses et n'en sont pas revenus. Aïe. Décidément, tout va mal. Tiens, regarde dans le football. Paraît que Chris Waddle a mal aux pieds. Ah ouais, c'est depuis que Bernard Tapie l'oblige à porter des chaussures Adidas. Ça lui donne des tendinites. Pauvre Waddle, pourvu que Tapie ne rachète pas les slips éminence. Écoute, alors là, Dédé, tu es vraiment... Ça, c'est ce que tu vas dire. Tu vas me dire que je suis sot. Non, t'es carrément con. Non, excusez-moi, monsieur Lollet, mais il y a des moments où on ne peut pas le dire autrement. Mais vous avez vu, on a fait un effort. Toute une émission et on n'a même pas dit un petit merde. Rien. D'ailleurs, avec les auteurs, on a fait une liste de tous les mots grossiers qu'on n'emploiera plus. D'ailleurs, je vais vous la lire. Alors, on dira plus. Mais non, mais arrêtez, c'est pour nous la liste. On va pas la lire à tout le monde. À demain. Voilà. Allez prendre un putsch ailleurs. Là. Regardez. C'est vrai qu'on disait ça aussi. Et ça... Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer les grands titres de l'actualité, de voir en particulier la situation en URSS et en Yougoslavie, un retour en arrière avec une affaire vieille de 12 ans, l'affaire Boulin. Ancien ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing, retrouvé mort dans un étang de la forêt de Rambouillet. C'était en octobre 1979. La thèse initiale du suicide a été confirmée aujourd'hui par le parquet de Paris, qui propose un non-lieu pour clore le dossier. Un non-lieu vigoureusement contesté par la veuve de Robert Boulin. Pour Mme Boulin, il ne s'agit pas d'un suicide, mais d'un assassinat. Le dossier avec Jean-Pierre Berthet. Il y a presque 12 ans, la mort étrange du ministre du Travail, Robert Boulin, avait provoqué un énorme choc. Ce baron du gaullisme a toujours eu la réputation d'un homme intègre, entièrement dévoué au service de l'État. L'enquête a confirmé que tout au long de sa carrière politique, il ne s'est jamais enrichi personnellement. Le 30 octobre 1979, à 8h30 du matin, la police découvre le corps de Robert Boulin dans un étang de la forêt de Rambouillet. Sur la berge, à l'intérieur de sa voiture personnelle, on retrouve un Bristol signé Bobby. Embrasser éperdument ma femme, le seul grand amour de ma vie, courage pour les enfants. Le suicide par noyade ne fait alors aucun doute. Et pourtant, 3 ans et demi plus tard, la famille de Robert Boulin porte plainte contre X pour homicide volontaire. Elle ne croit plus au suicide. Ces photos en couleur, prises par l'identité judiciaire, révèlent des blessures sur le visage du disparu. Sa famille parle d'un climat de menace. On évoque l'hypothèse d'un complot au sein de la classe politique pour éliminer un futur Premier ministre. L'enquête est relancée, le corps est exhumé pour de nouveaux examens. La découverte de graves négligences va entretenir le doute.
Les bocaux contenant les viscères et les poumons du mort ont disparu. La première autopsie n'a pas été complète. Elle a négligé la boîte crânienne. Mais ces anomalies ne résistent pas aux certitudes de l'enquête. Les expertises tentent à confirmer que Robert Boulin n'a subi aucune violence et que les lésions au visage sont accidentelles. Il a tapé lui-même et sur sa machine à écrire personnelle une dizaine de lettres testament arrivées à destination dans les jours qui ont suivi sa mort. À l'agence France-Presse, le ministre explique « J'ai décidé de me noyer dans un lac de la forêt de Rambouillet où j'aimais faire du cheval ». À ses avocats, il donne les raisons de son suicide, la peur du scandale et du déshonneur. En 1979, Robert Boulin est aux prises avec un agent immobilier indélicat, un certain Henri Tournay, qui lui a vendu un terrain à Ramatuelle dans des conditions irrégulières. La presse qui a révélé l'affaire amène le ministre à s'expliquer. J'apprends 4 ans après qu'il y aurait eu des ventes antérieures de ce terrain par un personnage qui aurait vendu plusieurs fois. Je vous réponds quoi? Moi, je suis transparent dans cette affaire. Je suis allé devant un notaire, j'ai passé un acte authentique, j'ai payé, j'ai transcrit. Bon. Robert Boulin est très affecté. Il sait que sa probable audition par un juge d'instruction va être évoquée en Conseil des ministres. Je trouve tout à fait normal que l'on attaque des politiques. Et quand je disais tout à l'heure que le ministre du Travail pouvait être jugé d'une grande incapacité, je trouve ça tout à fait normal, à moi de me défendre. Je trouve très mauvais pour la démocratie que l'on attaque les hommes. Les derniers jours de Robert Boulin sont aujourd'hui reconstitués par les enquêteurs. Le samedi à Libourne, dans sa mairie, il a commencé à préparer les lettres posthumes. Le dimanche matin, chez lui, à Neuilly, il les a tapées à la machine. L'après-midi, il s'est rendu à son ministère pour les photocopier. Le lundi, à 15h30, après avoir donné congé à son chauffeur et à son garde du corps, il a pris la direction de la forêt de Rambouillet. C'est là, près d'un étang de la commune de Saint-Léger en Yvelines, que Robert Boulin a absorbé une grosse quantité de Valium. Il a rédigé son mot d'adieu, il a avancé dans l'eau et il s'est laissé tomber sur les genoux, le visage en avant. Telle est en tout cas la vérité judiciaire établie par tous ceux qui ont enquêté pendant plus de 10 ans sur le mystère Boulin. Le dernier mot appartient maintenant au juge d'instruction. À Moscou, Mikhaïl Gorbatchev et les dirigeants de 10 des 15 républiques du RSS ont proposé une refonte des institutions lors de la première journée de la session extraordinaire des députés. Une initiative pour tenter d'enrayer l'effondrement des structures du pouvoir après le coup d'État manqué de mi-août. La journée relatée par Jean-Marc Nadeau, suivie du commentaire d'Ulysse Gosset à Moscou. Première surprise de cette session extraordinaire où Eltsine et Gorbatchev sont assis côte à côte, c'est le président du Kazakhstan qui annonce à la tribune les détails de ce plan pour une nouvelle union. Un plan en 7 points dont le principe a joué d'une large approbation dans un congrès à majorité, pourtant conservatrice. Pour négocier au mieux cette période de transition est donc prévue, dans l'attente d'une nouvelle constitution, la création d'un gouvernement provisoire qui serait composé de 3 conseils. Tout d'abord, un conseil d'État réunissant Gorbatchev et les 10 présidents des républiques concernées. Son rôle, coordonner la politique étrangère et les affaires intérieures de ces 10 républiques. Deuxième création, celle d'un parlement provisoire. Une vingtaine de députés pour chaque république formerait ce nouveau Conseil des représentants. La troisième instance serait un conseil économique pour assurer bien sûr le suivi des réformes, mais aussi la gestion globale d'une économie qui reste en plein désarroi. En conséquence, l'ensemble des républiques a été convié à conclure au plus vite une nouvelle coopération, une sorte de nouveau marché commun soviétique. Un plan présenté comme une chance historique par Mikhaïl Gorbatchev, qui pourtant y perdrait des pouvoirs considérables devant la montée en puissance de ces 10 républiques. Maigre consolation, le maintien prévu d'une armée unique dans le cadre d'un système dit de sécurité collective. Bien entendu, il faut rester très prudent, mais après avoir presque tout perdu, Mikhaïl Gorbatchev pourrait gagner ce pari impossible. Ce pari qui consiste à préserver des liens entre des républiques qui font sécession les unes après les autres. Préserver des liens au moins provisoirement. Alors quelle est la solution miracle de Gorbatchev? Eh bien tout simplement il s'agirait de créer un marché commun entre toutes ces républiques, celles qui veulent leur indépendance et celles qui préféreraient rester liées d'une manière ou d'une autre au Kremlin. Gorbatchev sait bien que la proposition est inacceptable pour les indépendantistes les plus radicaux, mais il propose de préparer une période transitoire avec la création d'un comité interrépublicain où serait géré le vrai pouvoir, avec aussi la création d'organes de défense communs. Bien entendu, cela n'empêchera pas des élections générales et des élections présidentielles surtout, mais en attendant, après la mort du parti, on pourrait assister très vite à la mort du Parlement fédéral
Et bientôt, ce sera l'heure de vérité pour Gorbatchev. S'il est élu de nouveau président, il restera au pouvoir. Sinon, il devra lui aussi prendre sa retraite. Et puis encore cette nouvelle rapportée tout à l'heure par Radio Moscou. La région du Haut-Karabakh, majoritairement peuplée d'Arméniens, vient de se proclamer indépendante vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Ces Arméniens affirment que la Constitution et les lois soviétiques restent en vigueur sur leur territoire pour bien se démarquer de la décision d'indépendance vis-à-vis de Moscou prise la semaine dernière par le gouvernement d'Azerbaïdjan. Il faut dire qu'au cours des 3 dernières années, plus de 800 personnes ont péri dans des affrontements interethniques entre les Arméniens, justement, et les Azéris. George Bush, lui, après les 12 Européens la semaine dernière, vient de reconnaître cet après-midi l'indépendance des États baltes. The United States has always supported the independence of the Baltic states and is now prepared immediately to establish diplomatic relations with their governments. 6 responsables du coup d'État manqué ont été inculpés aujourd'hui de trahison. Ils risquent la peine de mort. Parmi les inculpés, l'ancien Premier ministre Pavlov et l'ancien président du KGB, Kryuchkov. En France, pendant et après le putsch raté, eh bien, la polémique n'a cessé entre la majorité et l'opposition, en particulier sur l'attitude prise par le chef de l'État. Et aujourd'hui, 4 des responsables de l'opposition, Jacques Chirac, François Léotard, Alain Juppé et Pierre Méneri, vont sans aucun doute réactiver cette polémique avec le voyage qu'ils sont en train de faire à Moscou pour rencontrer Boris Eltsine. Vous remarquerez que Valéry Giscard d'Estaing ne fait pas partie du voyage. Le président du l'UDF a d'ailleurs fait savoir aujourd'hui qu'il n'avait été ni invité ni prévenu. À Moscou, Jean-Michel Carpentier. Déplacement spectaculaire d'une délégation de l'opposition à Moscou. À la suite de l'accueil sans réserve à l'hôtel de ville de Paris en avril dernier, Boris Eltsine a proposé à Jacques Chirac de venir le voir et celui-ci a invité Alain Juppé, François Léotard et Pierre Méneri à l'accompagner. Durant ces 3 jours dans la capitale russe, les 4 responsables français vont rencontrer les dirigeants des forces démocratiques du pays. La dernière fois que j'étais là, c'était avec le KGB aux trousses, c'est pour rencontrer Madame Sakharov. Aujourd'hui, je suis content parce que je crois que c'est le devoir de l'opposition d'être aux côtés de ceux qui ont lutté contre tout cela. Le KGB, la police, les camps, les horreurs, l'interdiction aux juifs soviétiques de sortir, etc. Nous sommes venus, M. Léotard, M. Méneri, M. Juppé et moi, essentiellement pour témoigner de la solidarité, de l'appui des forces démocratiques occidentales que nous représentons en France, aux forces démocratiques dans l'ensemble de la Russie et de ce qui fut l'Union soviétique. Les places sont chères dans ce voyage, auquel certains regretteront de n'avoir pu assister, car il s'agit de la première entrevue entre les autorités de Moscou et des responsables politiques français, gouvernement compris, aucune rencontre officielle franco-russe n'ayant pu encore se tenir depuis le coup d'État manqué. Les assauts répétés des responsables de l'opposition contre la politique étrangère du président Mitterrand ont entraîné aujourd'hui 2 réactions du côté socialiste à l'université d'été du PS à Ramatuelle. Celle de Lionel Jospin ce soir. Nous ne nous laisserons pas intimider par l'offensive actuelle de la droite, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale. Quant à Roland Dumas, eh bien, il a mis en cause la crédibilité de l'opposition. Françoise Hugues à Ramatuelle. Plutôt réservé d'habitude, Roland Dumas. Mais voilà, les attaques réitérées de l'opposition ces derniers jours sur la politique étrangère de François Mitterrand, en particulier les événements en Union soviétique, l'ont subitement fait changer de registre. Aussi est-il symbolique qu'ici, ce soit le membre du gouvernement, sans doute le plus proche du chef de l'État, qui parte littéralement en croisade pour défendre François Mitterrand. Sur un ton polémique, le ministre des Affaires étrangères est devenu l'espace d'un discours le grand pourfendeur de l'opposition, toute l'opposition. Ces 3 présidentiables, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing ou François Léotard, se voient même qualifiés de Savonarola de banlieue. Et à ceux qui l'accusent de surenchère dans leur course à l'Élysée, il lance même un défi. C'est un grand dommage pour elle. La France n'a pas l'opposition qui serait digne d'elle. Et qu'il me soit permis aussi de leur donner un petit conseil à ceux qui veulent retrouver le sillon de la Ve République. S'ils sont si sûrs de leur fait que cela, normalement, les institutions prévoient qu'on doit s'en prendre au gouvernement. Eh bien, qu'ils aient le courage de déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale contre le gouvernement sur la politique étrangère de la France. Nous verrons bien ce qui se passera, et moi je leur donne rendez-vous.
La politique étrangère pourrait bien devenir le sujet sensible des prochaines échéances électorales. Il y a quelque temps, le chef de l'État souhaitait ouvertement le retour à un dialogue fracassant entre la droite et la gauche. Aujourd'hui, François Mitterrand doit s'estimer comblé. Voilà donc pour ce dossier de l'Union soviétique et de ses conséquences sur la politique intérieure française. J'ajoute enfin que la chaîne américaine ABC vient de reporter pour la fin de la semaine l'émission qui devait permettre à Mikhaïl Gorbatchev et à Boris Eltsine de discuter en direct cette nuit même avec des Américains de 10 villes des États-Unis. D'autres nouvelles de l'étranger que nous commente Isabelle Guillader. Après l'espoir, le scepticisme. En Yougoslavie, malgré l'accord de cessez-le-feu, les combats ont encore fait 9 morts la nuit dernière en Croatie. Et de très violents affrontements se sont poursuivis aujourd'hui à Pretinja, au sud de Zagreb. Alors même que les Serbes de Krajina et de Slavonie ont rejeté ce matin le plan de paix européen. Tout juste signé, l'accord qui prévoit un cessez-le-feu sous contrôle de civils européens est déjà menacé. Nous n'avons fait que notre devoir, c'est la défense adoptée par 4 anciens gardes-frontières du mur de Berlin, inculpés de meurtre et de tentative de meurtre. Les Vopos ont comparu ce matin devant un tribunal berlinois pour avoir tiré sur 2 jeunes Est-Allemands de 20 ans le 6 février 1989. Une accusation sans fondement juridique pour la défense qui a rappelé que Bonn s'était engagé à ne pas juger moralement les pratiques de l'ancienne RDA. Le drapeau britannique hissé sur la place Tiananmen pour la première visite d'un chef de gouvernement occidental depuis le sanglant printemps de Pékin en juin 1989. Arrivé de Moscou, John Major est aussi le premier à rencontrer le Premier ministre chinois Li Peng depuis l'effondrement du PC en URSS. But officiel de la visite, la signature d'un mémorandum sur la construction d'un complexe aéroportuaire à Hong Kong. Un dernier télégramme de l'étranger au Pakistan. Une explosion criminelle dans un train près de la frontière de l'Afghanistan a tué 7 personnes, a blessé 27 autres. En France, le débat sur les privatisations lancé le week-end dernier ne fait que commencer d'ailleurs, après les déclarations d'Édith Cresson hier, qui les justifiait pour lutter contre le chômage ou pour augmenter la compétitivité des entreprises. Et bien aujourd'hui, ce soir, c'est au tour de Jacques Delors de souhaiter ces privatisations. Alors, Emmanuel, la France semble bien sortir de ces vieux dogmes. Oui, ce qui fait remonter le cours des privatisables en bourse. Il aura fallu la chute du communisme à Moscou et le manque d'argent de l'État pour faire tomber nos vieux tabous archaïques sur les nationalisations ou le nini. Et bien après l'Allemagne, la France se convertit donc à l'économie de marché. La différence est capitale. Dans les nationalisations, toute l'économie repose sur l'État patron, le pouvoir politique, qui contrôle l'entreprise au nom de l'intérêt public. Et c'est d'ailleurs cet alibi de l'intérêt collectif, de l'intérêt public, qui sert le plus souvent à camoufler les erreurs en les facturant aux contribuables. A l'inverse, dans l'économie de marché, c'est la liberté de choix de l'individu, le client, le marché, l'audimat, qui commande toute l'économie. Pour réussir à faire du profit dans la concurrence, sans aide de l'État, l'entreprise privée doit faire de la productivité à outrance et vendre au meilleur rapport qualité-prix, ce qui est le plus demandé, sinon elle fait faillite. Donc l'expérience a montré que l'entreprise privée est plus efficace que la nationalisée, qui peut toujours se retourner, se faire subventionner par les contribuables. Cela dit, l'économie de marché comporte des risques pour les salaires et l'emploi, et elle ne résout pas tous les problèmes. Alors la chute du communisme bouscule effectivement tous nos vieux tabous, mais elle va obliger à repenser tout notre système de valeurs à gauche, bien sûr, mais aussi à droite. Merci Emmanuel. À 8 jours de la rentrée scolaire, 13 millions d'élèves, vous le savez, vont reprendre le chemin de l'école. Eh bien, une majorité de parents se prononce pour la semaine de 4 jours. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP Le Parisien qui sera publié ce mardi. 73% des personnes interrogées estiment que ce système est bien meilleur pour les enfants. La semaine des 4 jours est déjà expérimentée en ce moment à Lyon et à Colmar. Les autres nouvelles du jour, en bref et en images avec Claire Auberger et Michel Izard. Grève à Antenne 2. Le mouvement, commencé lundi à 3 h du matin, a été reconduit jusqu'à mardi 11 h. 5 syndicats de journalistes, techniciens et employés protestent contre le plan de restructuration du président Hervé Bourges qui prévoit 370 suppressions d'emplois. Ouverture du procès de Jean Oltra, le bras droit de Jacques Médecin. Incarcéré depuis 6 mois, il est jugé pour abus de confiance. L'ancien directeur de Nice Communication et du comité des fêtes de la ville doit justifier un trou d'1 million de francs dans la comptabilité de ces 2 associations. Le tribunal correctionnel de Nice rendra son verdict demain.
Triste pêche sur l'étang de Berre près de Marseille. Des tonnes de poissons morts. La pollution serait due à une baisse brutale du taux d'oxygène dans l'eau à cause de la canicule et de la prolifération des algues. Récolte gâchée dans le sud de la Gironde. Les orages de samedi dernier ont détruit la moitié des vignes dans le secteur de Saint-Macaire. Les vendanges ont été annulées. Celles de l'an prochain risquent également d'être compromises. Oui, et puis d'autres violents orages se sont abattus ce soir sur la côte basque et à Bayonne, à Biarritz. Les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises en raison des inondations de caves en particulier. Et puis il y a à peine une heure, et bien heureusement, la pluie a cessé. Au chapitre sportif, je vous rappelle le décès de Jean Sadoul, le président de la Ligue nationale de football. Il vient de mourir à l'âge de 79 ans, le jour même d'ailleurs où la France vient de déposer son dossier de candidature pour l'organisation de la Coupe du monde de football. Ce sera en 1998. En tennis, à Flushing Meadows, l'Américain Pete Sampras vient de se qualifier pour les quarts de finale des internationaux des États-Unis en battant son compatriote David Witton. Chez les dames, l'Espagnole Aranxa Sanchez a battu la Soviétique Natalia Zvereva. Quant à Martina Navratilova, eh bien, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale. Et puis, à l'instant même, l'Américain Jimmy Connors vient de se qualifier pour ses quarts de finale en battant son compatriote Aaron Kristen. Pour terminer ce journal, Michel Chevalet a déniché pour nous au Salon de la télévision de Berlin, qui se tient actuellement, un procédé qui va révolutionner le monde du son avec une nouveauté japonaise, un mini compact qui permet d'enregistrer comme une vulgaire cassette. Regardez. Vous connaissez le compact disque, mais cette fois-ci il y a une nouveauté. Le compact disque devient comme la cassette enregistrable. La voici, la grande nouveauté. Regardez, c'est cette toute petite cassette avec un mini-disque optique sur lequel il y a près d'1 heure et demie de programme, seulement 64 mm, mais regardez le résultat. Non seulement on peut lire avec un lecteur laser, mais surtout on peut enregistrer. C'est là la grande nouveauté. Mais Berlin, c'est aussi et avant tout la télévision. Des télés par milliers, comme si l'on pleuvait. La grande vedette, c'est la télé haute définition et les fabricants multipliaient les superlatifs. La cinévision pour Telefunken, l'illusion du cinéma chez soi avec le format 16/9. Chez Nokia, c'est le super screen, grand écran, grand format, 1250 lignes. Et quel rendu d'image chez Sony. Bref, cette année à Berlin, plus que jamais, c'est l'explosion, c'est la fête de la télé, c'est la télé en fait, car pour tous les anciens pays communistes, le rêve était là, et ils pouvaient enfin se l'offrir. Voilà ce que l'équipe de TF1 dernière a retenu pour vous de l'actualité de ce lundi 2 septembre, jour de reprise pour beaucoup. L'actualité, bien sûr, se poursuit sur la une avec la météo de Catherine Laborde, la bourse de Véronique Lafont, puis à 7h, Jean-Michel Lelio pour un journal complet, à 13h, Jean-Pierre Pernaut, à 20h, Patrick Poivre d'Arvor. Je vous retrouve en fin de soirée avec Emmanuel Delataille, après Ciel Montmardi. En effet, c'est le grand retour de Christophe de Chavannes, à ne pas manquer. En attendant, bonne nuit à tous. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1. Bonjour, nous avons eu
Un vrai temps de rentrée aujourd'hui, des nuages, de la pluie, de la grisaille. Regardez avec moi ces images de Météosat. Vous allez voir la France sous les nuages. Une perturbation a traversé le pays du sud-ouest vers le nord-est. Et puis le centre de basse pression qui était sur le Portugal est peu à peu remonté. Et les nuages, dans un mouvement un peu lent, un peu mou, continuent de s'entourer autour de ce centre de basse pression. Mais regardez le reste de l'Europe. Il faisait beau dans le reste de l'Europe, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Il y avait du beau temps. Mais nous avions des nuages. Et les nuages, ils seront encore là demain matin, surtout sur tout le nord du pays, sauf sur les frontières du nord-est, et puis de belles éclaircies dans le sud, sauf le long du littoral atlantique. Beaucoup de brumes, de brouillard, de nuages bas et de nuages à moyenne et haute altitude. Demain après-midi, en revanche, les pressions vont quand même remonter peu à peu, comme je vous le disais dimanche. Donc il devrait y avoir du soleil, mais un soleil bien timide toujours sur le littoral atlantique. Il pourrait y avoir un orage sur les Pyrénées en toute fin de journée, et la masse nuageuse devrait être plus compacte de la Bretagne jusqu'au Jura et jusqu'à l'Alsace. Petite brise de nord-est, c'est signe de haute pression. Les températures prévues par Météo France demain matin, on devrait partir de 12 degrés à cause de la couverture nuageuse. Les températures devraient être douces à l'aube. 12 degrés donc, c'est le minimum attendu à Aurillac, 17 degrés attendu à Paris, le maximum pour Nice avec 20 degrés. Et demain après-midi, grâce au soleil, les températures devraient remonter un tout petit peu. 22 degrés au moins attendus à Cherbourg et à Brest, 25 degrés dans la capitale, 24 degrés à Rouen, 26 degrés à Strasbourg, 25 degrés à Limoges, 26 degrés à Clermont-Ferrand, le maximum 29 degrés, pas 30, 29 attendus à Marseille, à Nice et à Bastia. Je vous souhaite une très douce nuit. À demain. Allez, vas-y. À tout âge, Décathlon, à fond la forme. Bonsoir. Séance hésitante à la Bourse de Paris. L'indice CAC 40 a terminé en recul de 0,04%. Les opérateurs s'interrogent sur la vigueur de la reprise économique américaine et craignent une rentrée sociale chaude. Par ailleurs, la perspective d'une privatisation partielle du capital des entreprises publiques n'est que relativement séduisante selon les analystes. En effet, des privatisations risquent de faire de l'ombre à un marché des actions qui a du mal à attirer les capitaux réfugiés dans des SICAV monétaires. Du côté des privatisés, la Sogénal enregistre la plus forte progression, hausse également de Saint-Gobain et de Paribas, recul en revanche de Havas, Société Générale et Matra. Embelli de l'or, le lingot regagne plus de 1000 francs, quant au Napoléon, il s'enrichit d'un petit franc. On a aussi hésité sur les autres places européennes où l'on attend le résultat du chômage américain pour le mois d'août. À noter la forte hausse de Londres, plus 1,31%. La City montre chaque jour une plus grande confiance de la reprise de l'économie. Progression également d'Amsterdam, de Madrid et de Bruxelles. Les autres bourses européennes ont fait du surplace dans des marchés creux. Enfin, pas de cotation à Wall Street en raison de la fête du travail. À demain. Évaluer un salaire par Minitel. 36,17 salaires. Mercredi, pour la rentrée de Sacrée Soirée, je vous propose un spécial Belmondo. Autour de Jean-Paul, l'acteur et le nouveau directeur de théâtre. Je recevrai son fils Paul pour parler automobile. Nous évoquerons la mémoire de son père. Son petit-fils sera là, ainsi que d'autres invités surprises. Il y aura également du rire avec Michel Leb et Pierre Palmade. Des chansons avec David Hallyday, Thierry Hazard, Paul Young et Zucchero. Et bien sûr, l'invité mystère, à vous de le reconnaître. Sacrée soirée spéciale Belmondo avec Jean-Pierre Foucault, mercredi 20h50 sur TF1.